Bonjour à tous et bienvenue dans Club EDJ, votre nouvelle émission talk show sport sur EDJ Télé. Avec moi 4 chroniqueurs, on va commencer tout de suite la présentation. Il a relié Nice-Paris à vélo, il est mordu de cyclisme, de tennis et de football. Albin Texera, bonjour. Bonjour Benjamin. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui, merci d'être là. À ma gauche, son comparse pendant le vélo, 1m90 à la barre, 70 kg à la pesée, Maël Lauvernier, bonjour. Merci de m'accueillir Benjamin et bonjour à tous. Avec grand plaisir. On continue ce tour de table. Il a fait également ce tour de Nice-Paris. Seulement, il a préféré la voiture, contrairement à ses deux collègues. Il est passionné de football de l'Olympique Lyonnais et de sa femme. Enzo Parent, bonjour. Bonjour Benjamin, très heureux d'être ici parmi vous. Très heureux de vous accueillir également. On va finir avec la touche douceur du jour. Marion d'Horizon, comment allez-vous ? Très bien, merci de m'accueillir autour de cette table. Le plaisir est partagé. Maintenant que le 5 majeur est composé, on va tout de suite partir pour cette première chronique, la chronique souvenir. Marion, vous allez nous parler d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître aujourd'hui. Et oui, Benjamin, je suis partie dépoussiérer des vieilles cassettes vidéo pour sortir cette histoire. Un mot rapide sur le contexte de cette rencontre, saison 1961-1962. Et à cette époque, un homme survole son sport et sa ligue. Une domination sans partage en la personne d'Oscar Robertson, un nom qui fait déjà briller les yeux des fans du ballon orange. Mais le 29 octobre 1961, le natif de Charlotte ajoutera un nouveau record à la longue liste de son palmarès. À l'époque joueur des Royals de Cincinnati, le meneur d'1m96, plus grand que Maël, va délivrer une performance des plus marquantes. À la base connu pour ses capacités de scoring, c'est bien à la passe que le joueur s'est distingué ce soir-là. Pas moins de 22 assists, une performance absolument ahurissante. Cette stat est relativement marquante, n'est-ce pas, autour de la table, mais ça ne s'arrête pas là. Et oui, plus qu'une bonne performance individuelle, c'est tout simplement historique pour la franchise. Il détient à l'heure actuelle le record de points, de passes décisives et de rebonds par match dans cette équipe. Bien plus qu'une légende, il incarne à lui seul l'histoire des Royals. Surtout que son record ne pourra plus jamais être dépassé. Et oui, c'est une des particularités du championnat de basket américain. Les équipes ne sont pas affiliées à des villes, c'est une forme de marque. Donc c'est pour cela qu'il convient d'utiliser le terme de franchise, comme on le fait aujourd'hui avec les Lakers. Mais ce record restera jamais invaincu, car les Royals n'existent plus, tout simplement. L'équipe a été rebaptisée et ils sont aujourd'hui les célèbres Kings, basés à Sacramento. La nuit du 29 octobre 1961 restera donc à jamais une nuit de record pour Oscar Robertson. Merci beaucoup Marion. Autour de la table, rapidement, est-ce que quelqu'un connaît Oscar Robertson avant que Marion nous fasse son histoire ? Absolument pas. Pas Non, du tout. Vraiment pas. Aucune culture, les gars. Non, c'est vraiment une pas. déception. Zéro. C'est difficile de parler d'un temps qu'on était loin de connaître, puisqu'on est tous nés dans les années 2000 forcément. On est plus adepte des LeBron James, notamment, exact. quand on parle de la barre orange. Merci beaucoup Marion, on va tout de suite passer à la chronique décryptage. La chronique décryptage, c'est quoi ? Nous allons tout simplement parler d'une action, d'un sport ou peut-être même d'un combat, comme va le faire aujourd'hui Maël, afin de comprendre plus particulièrement toutes ces choses. Maël, il y a eu un combat qui nous a tous haltés la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Et oui Benjamin, UFC 280 Abu Dhabi, c'est une soirée déjà historique pour la MMA. On le sait maintenant, Islam Makhachev a écrasé son opposant brésilien Charles Oliveira et s'est emparé de la ceinture des poids légers. Alors dans cette décryptage, on va parler et répondre à la question comment ça s'est passé. Alors lors de ce combat, l'héritier de Khabib a complètement survolé son adversaire, que ce soit debout, au corps à corps et même au sol. Et même au sol, pourtant c'est sa spécialité au Brésilien. Cette victoire pour les disciples de Khabib s'est construite pas à pas lors du combat. Dans un premier temps, ce fut quelques droites, des gauches et même des crochets qui sont venus surprendre Do Bronx, lui qui ne devait pas s'attendre à une telle précision du Dagestanais qui avait cette qualité encore inconnue avant le combat. Des coups non sans conséquence tant le différentiel de puissance était important, peut-être dû à un cutting traumatisant pour Charles Oliveira. C'est-à-dire tout simplement lorsque Makhachev décide de bloquer son adversaire dans la cage, il le fait et rebolote au sol. On va parler du sol parce que c'est d'ailleurs ici que le combat s'est terminé, après un vilain crochet du droit dagestanais, le forçant Do Bronx à venir s'asseoir au sol. Makhachev en profite donc pour contrôler le Brésilien au sol, lui imposant ensuite un étranglement.
bras-tête, le forçant à taper. Merci beaucoup Maël. Autour de la table, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres amateurs de MMA, mais est-ce que vous avez regardé le combat? C'était super intéressant. Moi je voyais Oliveira gagner, donc un peu déçu, mais ça promet pour le futur parce que le MMA prend de plus en plus d'ampleur en France, donc à suivre. Enzo, peut-être vous avez regardé le combat? Non, j'ai pas regardé le combat. Difficile de s'y intéresser. Oui, quand même, oui, faut c'est- être- quand on n'est Il pas faut- adepte. Il faut saluer aussi la performance de Manon Fiorot lors de la même soirée, la niçoise qui a gagné, qui va jouer la ceinture bientôt, je crois. Oui, Si je me exactement. trompe pas, Maël. On va en Justement, parler. c'est l'objet de cette deuxième partie. Alors, on va parler donc de Manon Fiorot. Ouais. Fiorot, pardon, oui. Et oui, et si le premier combattant français à remporter une ceinture UFC était une Française? C'est la question qu'on peut se poser, alors que l'Hexagone se rue sur Cyril Gane comme étendard de la France à l'UFC. Manon Fiorot, la niçoise, elle a marqué des points lors de cette UFC 280 à Abu Dhabi, alors que le match était contre la numéro 1 mondiale. Manon Fiorot a livré une véritable masterclass, comme on peut le dire. Debout, elle a réussi à appliquer une pression constante à son adversaire Keltin Choukagian. Maintenant, une seule petite victoire la sépare de la ceinture gardée bien au chaud par la péruvienne Valentina Shevchenko depuis 2018. Merci beaucoup, Maël. On va tout de suite passer au pronostic de la semaine. C'est bien simple, je vais vous donner 5 événements sportifs qui auront lieu pendant ce week-end. Vous allez me dire qui, selon vous, va s'imposer dans ces rencontres. Et je vais vous donner tout simplement les cotes qu'on a pour parier. On va commencer tout de suite en Euroleague avec l'Asvel qui affronte le Vitoria en basketball. Est-ce que quelqu'un ose se mouiller? Alors là, Je dirais, je vous laisse parler, les gars. moi, je vois pas l'Asvel gagner. Alors, non, je le sens pas du tout. Moi, je le sens, le piège, l'Asvel. Alors, Monaco a gagné hier, si je ne me trompe pas. Je vois bien l'Asvel perdre. Ouais, Alors, moi, je je vois ne pareil. suis pas Ouais, je vois chauvin pareil du que tout vous. dans les moi, pronostics, ouais, faut le ouais. savoir. Donc, c'est peut-être l'explication du pourquoi du comment, mais je vois pas l'Asvel gagner. D'accord, donc pour vous c'est une victoire de Vitoria. Ah ouais, j'y crois. Oui, Les même grosses avis. cotes. Même avis Côté que à moi. 1,80. C'est les favoris même s'ils sont à l'extérieur. Côté à combien, l'Asvel? L'Asvel côté à 2. Autant pour moi. Ça se rapproche. Moi, ça va être un match serré. Oui, Je pense. Hier, comme vous l'avez dit, Monaco Oui, a gagné, a ouais. surpris tout son monde. Mm, hein. c'est vrai. Parce que gagner à l'Olympiakos, on avait vu l'année dernière Ouais. en playoff, c'était compliqué. Donc une victoire de Vitoria pour nos deux chroniqueurs. Oui. Allez. Et on se mouille pas de Non. l'autre Non, côté. pas du tout. On va passer en tennis. Medvedev contre Sinner. C'est très très serré. C'est un gros match. C'est un très beau match. C'est un Sinner très est beau en match. train d'exploser dernièrement aux yeux du monde du tennis. Medvedev est un peu moins en forme, mais c'est à pronostiquer, c'est hyper dur. Je vois bien quand même une victoire de Sinner qui montre un peu plus de belles choses, mais je sais pas. Ça va être très serré en tout cas, ça va être un très beau match, je pense. Victoire de Sinner, Maël. Pourquoi pas Medvedev? Peut-être qu'il peut la gagner à l'expérience, je sais pas. Je suis pas Medvedev, c'est spécialiste. favori, d'ailleurs. C'est pour ça. Oui. Medvedev, à chaque match en ce moment de Medvedev, on est perdant. Mm. Et finalement, à chaque On aurait fois, pu penser qu'on Dominique Thiem aussi, qui À revient chaque très fois. bien, et pourtant. Et à chaque fois, il met 2-7. Ouais. Donc, moi, je vois Medvedev, mais sec, 2-7-0 contre Sinner. D'accord. Je vais suivre Maël et Albin pour ce coup-là. D'accord. Eh ben, À noter écoutez, qu'il y a eu quand même des surprises avec l'élimination de Roublev aussi contre Dimitrov et Nori aussi qui s'est fait éliminer, donc pourquoi pas une autre surprise aujourd'hui. Exactement, et en tout cas Medvedev qui est coté à 1,48, tandis que Sinner est coté à 2,27, à 2,70. pardon. Ça, c'est serré. C'est serré, bah, C'est vrai. du tennis. C'est Du vrai, tennis, c'est on vrai. sait jamais avant la C'est balle du de tennis. match qui va gagner. On va vous faire plaisir, Enzo. Il y a un match dimanche soir, 21h, à suivre au Groupama Stadium, oui. Lyon-Lille. Peut-être Marion, on va vous donner la parole en première. Alors là, pour mon cœur, je dirais Lille, D'accord. mais je pense que Lyon a un peu plus de chance. Après, je sais pas si vous êtes d'accord. Il y a eu un changement d'entraîneur à Lyon. Oui, alors Il y a eu une victoire à C'est l'arraché ça. le face à week-end Montpellier, dernier. effectivement, ça fait 10 ans qu'on n'a pas battu Lille déjà, point précis déjà. Et même si avec le changement d'entraîneur, l'arrivée de Laurent Blanc
On a vu que la patte Laurent Blanc est arrivée, on a vu qu'il y avait un meilleur fond de jeu qu'avec Peter Bosch. Mais cette équipe de Lille est quand même solide. Même si Lyon joue à la maison et va vouloir faire plaisir aux supporters, on peut espérer une victoire lyonnaise contre Lille ou alors un match nul, mais on n'est pas sûr que Lille mettre comme 3 ou 4-0 à Lyon. Encore heureux, Je pense pas. Encore heureux. Je pense Parce que le pas. premier match de Parce Laurent que Blanc, sinon, Groupama à Stadium, on a domicile, pas le droit ouais, d'avoir pour les- Exact. Mais après, Lille, c'est fort là. C'est très costaud, c'est très costaud. Ça a battu Lens. Nathan David aussi qui est très très Et le gardien Lilo aussi qui. Chevalier. Après, les Lyonnais là commencent à. On voit vraiment qu'il y a un esprit de groupe qui revient. Mm. Moi, je dirais match nul, 1-1, 2-2. Allez, il y aura des buts. Ça, je les vois. Mais après. Lyon pas peut triché, créer la là. surprise. Lyon peut créer la surprise. Lyon peut créer la surprise. Mm. Maël, Après, faut notifier aussi que Lille, ils ont fait un très bon match contre Monaco la semaine dernière, donc faut faire attention pour Lyon, qui est un peu en méforme quand même, avec un nouvel entraîneur, donc attention à eux. Les deux équipes vont faire un gros match. Monaco et Lille, parce que Ouais. ce match Oui. était Il incroyable. était vraiment beau. Et on a vu toute la qualité offensive de Lille. Donc, à voir. ça peut faire mal. Et connaissant Sur la qualité défensive de Lyon, Ouais, ça promet. ça promet, exact. On sait que vous n'êtes pas un très grand adepte de Thiago Mendes en défense. Non. Notamment, Lyon côté à 2,05, le nul à 3,80 et la victoire de Lille à 3,35. Il y a des beaucoup à tenter. hein. Lyon est Belle plus cote, bas que- D'accord. Il y a de bonnes cotes. D'accord. On va continuer, on va passer en rugby maintenant avec l'UBB qui affronte Toulon. Ça se mouille moins d'un coup. Ça se Ça mouille se beaucoup, hein. mouille beaucoup moins d'un coup. Ah, L'UBB, on le rappelle, qui a fait un gros début de championnat, Mm. comme la fin l'année dernière de leur saison régulière. Ouais. le rugby est tellement piège. Oui. Dans les débuts de saison, vous pouvez même pas dire une équipe qui se détache. À part Toulouse, quoi. Ouais. Toulouse, c'est la valeur sûre en ce début de saison. Voilà. C'est la seule valeur sûre C'est pour très moi. compliqué. C'est très compliqué à Je pronostiquer. voudrais bien dire Toulon, parce que voilà, mais j'ai du mal à y croire quand même. C'est à l'UBB. Ça va pas être Ça va être facile. compliqué. Très compliqué. L'UBB qui est coté à 1,40, ce sont les grands favoris. Le nul, je l'ai mise parce que je cas sais où. qu'à droite, On sait jamais. les grosses cotes. à droite, je sais qu'on aime bien les grosses cotes, c'est coté à 23. Eh, Pourquoi En pas sachant que par Pourquoi exemple, pas alors en- peut-être. Eh oui. Sur un malentendu. pourquoi pas, en sachant que le Stade niçois c'est en 3ème division, mais a fait nul il y a, Ah oui, il y a 2 semaines. donc. impossible n'est pas français. Voilà, et Toulon qui est coté à 2,95. Pourquoi pas. La victoire à l'extérieur. Pourquoi pas. Le match Voilà. nul est très beau. Oui, 23, c'est vrai. waouh. On va terminer cette chronique pronostic avec tout simplement le Grand Prix du Mexique ce week-end. Est-ce qu'il va y avoir du suspense vraiment? Pas sûr. On a le droit de se poser la question On parce passe que sur un petit Red Bull, je pense. Ouais, Oui, Verstappen. Verstappen pour la 14e. Ça Après, serait, voilà, Pérez à ça serait domicile. C'est significatif. ce que Ou alors j'allais Perez dire, à un petit domicile. Checo à domicile. C'est ça. Moi je suis pas sûr. Honnêtement, j'ai eu un rêve cette nuit. Et Ferrari je- se relève? Non, pas Ferrari. Mercedes? Ne me dis pas Non. Gasly ou Ocon. Non. Non. Oh, Latifi. Alonso Latifi. D'accord. Bon, moi j'ai une vision. D'accord. Latifi sur le podium. Alors je dis pas. Alors sur le podium, Sur le podium. J'aimerais bien connaître la cette cote, cote quand même de Latifi elle doit sur le podium. J'aimerais bien Je l'ai savoir. vu. Beaucoup trop haute. D'ailleurs, je me suis réveillé après ce rêve. Je me suis dit, c'est pas possible. Croyez-moi, Latifi va faire podium. Je le dis ici. Pas sûr. C'est dans la boîte. en sachant J'ai que des doutes. potentiellement c'est sa dernière saison C'est en dedans. Formule 1. C'est dedans. Sur la boîte Côté à 60, je pense. 60. Je crois Oh, que je- non, non, non. Si, il me semble que c'est une 60. cote à 60. Aussi bas Aussi bas. Allez, 100. Oui. Allez-y, Oui. allez-y, faites-moi Oui, oui, on confiance. peut même monter à 150, 200 même. hein. D'accord, on reste sur la victoire parce que vous êtes parti sur le podium. Allez, La victoire, donc c'est parti. Checo ou Supermax Non, Supermax. Checo. Supermax Et Ferrari, 3ème place. S'ils n'ont Avec pas de qui problème moteur, on va espérer. Mais Charles Leclerc. Que tout le monde espère. Charles Leclerc un qui a petit changé podium son de bloc Charles moteur d'ailleurs la Leclerc. Tout le semaine monde dernière. espère il a j'ai pris vu des ça. places de un podium pénalité, Charles d'ailleurs. Leclerc. Peut-être pour regagner ce week-end. Oh, ça sera non. Latifi. ça sera. Non. D'accord, Latifi. Non. On Il va a les les starting. rubriques. Verstappen premier, Perez deuxième et Leclerc troisième. Latifi. Ouais, Verstappen premier et Leclerc sur le podium. D'accord. En tout cas pour les cotes vainqueurs, Verstappen est largement favori avec une cote à 1,60 et derrière c'est Perez avec une cote à 5 et Leclerc avec une cote à 6. À surveiller. Ouais, c'est vrai, oui, oui. C'est la fin de cette chronique pronostic. On va tout de suite passer à la nouvelle chronique projection.
chronique projection, c'est une nouvelle chronique et on va sortir un petit peu des sentiers battus. Albin, vous allez être le premier, mais d'abord je vais l'expliquer. On va se projeter dans le futur avec un événement qui a été annoncé mais qui n'a pas encore eu lieu. Albin, vous allez commencer avec la première étape de ce Tour de France 2023. Oui, nous sommes le 1er juillet 2023 en direct de Bilbao. Projetez-vous, quoi de mieux pour débuter l'été que ce départ du Tour de France depuis l'Espagne. Une température de 27 degrés au départ, de quoi se plonger en plein cœur dans la grande boucle. Une foule immense est présente ici sur la ligne d'arrivée. C'est la première fois que la ville espagnole accueille le plus grand événement du cyclisme de l'année avec des étapes alléchantes. Une visite incroyable du Pays Basque vous attend pendant 3 jours et ça commence dès aujourd'hui avec une étape accidentée de 182 km et comme attraction du jour, quelle attraction, le col de Pic à 9 km de l'arrivée. Cette difficulté, c'est la hantise pour certains, une régalade pour d'autres. C'est 2 km de montée à 10% de moyenne avec des passages à 15,6%. Autant vous dire qu'il y en a qui sont attendus. Parmi eux, Wout van Aert, Van Der Poel ou encore Cocorico, Julien Alaphilippe, qui revient après une saison en demi-teinte l'année dernière. Et outre ce spectacle annoncé avec ce parcours relativement montagneux, qui est le favori aujourd'hui? Eh ben, faites vos jeux. 3 têtes d'affiche sortent du lot. Le tenant titre, Jonas Vingegaard, comment ne pas le citer? Il est forcément attendu dans ce mois de juillet, lui qui remet son maillot jaune en jeu. L'ogre slovène, Tadej Pogačar, est également pressenti. Il est numéro 1 chez les bookmakers. Donc autant vous dire, allez-y, misez sur lui, surtout qu'il en a encore dans la tête. Il se souvient de ce col de Granon où il a craqué l'année dernière face au Jumbo-Visma et il va vouloir se venger de ce Tour de France perdu l'année dernière. Seul problème, la chaleur. Il va faire très chaud sur ce Tour de France, mais il préfère, vous le savez, rouler par temps humide, donc on ne sait pas. Peut-être il y aura de la pluie en Haute-Savoie, à voir. Remco Evenepoel sera aussi présent. Quelle surprise, c'est le chouchou du public, on ne l'attendait pas. Lui qui voulait faire le Giro avec ses 3 chronos, et ben non. Il vient sur le Tour de France, il vient se mouiller sur le Tour de France. Un contre-la-montre, on ne l'attendait pas. Seulement 22 km, c'est ça. Son étape favori, d'habitude, c'est les contre-la-montre. Il vient alors qu'il y en a un seul. Alors forcément, il sera aimé sur le bord des routes. Seul ombre au tableau, le Maillot arc-en-ciel. On le sait, il peut porter malchance et il a porté malchance l'année dernière à Julien Alaphilippe. Merci beaucoup Albin. On va parler des Français parce qu'on sait qu'ils sont nombreux sur ce Tour de France. Qu'en est-il un petit peu des forces en puissance? Bardet a enfin son Tour de France. Il a enfin son Tour de France avec un seul chrono. Lui qui déteste ces étapes-là. En plus, un Tour de France montagneux comme il les aime, comme un Giro de l'année dernière où malheureusement il était tombé malade. Il y croit à son top 5, à son top 3, peut-être mieux, on ne sait pas, on veut rêver. Sinon il y a qui? Il y a Gaudu qui est également sur la liste des Français à retenir. Le coureur de la FDJ affirme, il souhaite le top 3, mais c'est un challenge plus qu'audacieux avec les grosses têtes d'affiche qu'on a sur ce tour. Il faudra aussi surveiller des jeunes qui pourront jouer un rôle majeur dans cette équipe FDJ. Lenny Martinez, première saison en pro, et on peut dire c'est très très prometteur. Alors en tout cas une chose est sûre, l'équipe de Marc Madiot est attendue sur ce tour, comme chaque année. Rendez-vous le 21 juillet à Paris pour avoir le fin mot de cette grande boucle. Autour de la table rapidement, qu'est-ce que vous pensez de l'annonce? Merci beaucoup Albin, en tout cas on a hâte d'y être. Mais autour de la table, qu'est-ce qu'on pense de l'annonce du coup de ce tracé pour ce Tour de France 2023? Un peu déçu. Oui, très Personnellement. déçu même. Un peu déçu. On ne peut être que déçu. On passe pas dans le sud-est, on passe pas dans le nord-ouest. C'est un peu les mêmes routes, même s'il y a le retour du Puy-de-Dôme qui n'était pas été depuis 35 ans, mais très déçu de ce parcours. Là est le problème. Le véritable problème, c'est que c'est pas un Tour de France pour beaucoup. Comme chaque année, le débat revient. Mais par contre, sportivement, on va être servi. Ça, c'est clair. On a 30 cols au programme. Jamais le Tour de France en a eu autant. Un seul contre-la-montre, tout pour avantager nos Français, comme je l'ai dit. Sportivement, on va être servi. Après, touristiquement, si on peut le dire comme ça, c'est un peu décevant. Il y a le nord, le sud-est qui est sacrifié. Ça sera peut-être pour l'année prochaine, puisque la ville de Nice est présentée quand même pour accueillir l'arrivée du Tour de France 2024 sur la promenade des Anglais. Effectivement, en tout cas, on verra bien comment cela va évoluer. Merci beaucoup Albin, encore une fois. On va passer à la dernière chronique du jour. Elle est présentée par Enzo. C'est le portrait du jour.
Enzo, on va partir dans le Rhône pour parler d'un personnage assez controversé du football français. Exactement, quand on parle foot, quand on parle Olympique Lyonnais, on pense forcément à Jean-Michel Aulas. Né à l'Arbrel, l'homme d'affaires et dirigeant sportif de 73 ans a reconstruit le club de l'OL. En 1987, il est suggéré par Bernard Tapie comme celui qui pourrait sauver le club criblé de dettes du bas de classement de la Ligue 2. Aulas accepte le défi pour, dira-t-il, rendre service. Le 15 juin de cette même année, le conseil d'administration de l'OL le nomme président du club et on connaît la suite de l'histoire puisque 15 ans plus tard, l'Olympique Lyonnais réalise l'exploit historique de remporter le championnat 7 fois d'affilée. Mais ce n'est pas sa seule casquette, Enzo. Non, effectivement, Benjamin, après avoir fait passer le club d'un statut de PME à celui de holding coté en bourse et baptisé OL Group, il crée en 2004 l'équipe féminine de l'OL en qui il croit et investit. Et 18 ans plus tard, c'est la meilleure équipe d'Europe avec 15 championnats de France, 9 Coupes de France, 2 trophées des champions et 8 Ligues des champions, rien que ça. Le 16 mai 2007, Aulas est élu à la tête du G14, association qui regroupe 18 des clubs européens de football les plus influents. Malheureusement, elle disparaîtra l'année suivante et sera remplacée par l'ECA avec comme président Nasser Al-Khelaifi. En octobre 2007, il est élu président d'une nouvelle association baptisée FAP, Football Avenir Professionnel, visant à défendre les intérêts de certains clubs de Ligue 1. En septembre 2010, il est réélu parmi les 11 membres du conseil d'administration de l'ECA. Aulas sera à la tête du groupe de travail sur le fair play financier. En juin 2021, il est nommé à la place de Noël Le Graët au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel comme membre désigné par le comité exécutif de la Fédération française de football. Un très beau CV donc. Sacré CV en tout cas. C'est également un homme assez controversé. Oui, le président lyonnais est souvent accusé par les autres dirigeants de clubs de Ligue 1 et les médias d'exercer un lobby aulassien sur le corps arbitral à l'aide de sa meilleure arme, Twitter. Inscrit depuis 2011, Aulas n'hésite pas à critiquer et rentrer en clash fréquemment, que ce soit vis-à-vis des médias, du PSG, des arbitres ou encore de Saint-Etienne. Il rappelle tout de même que ses interventions sur Twitter font partie de sa stratégie de communication de chef d'entreprise, qu'elles doivent être prises au second degré et que, je cite, ça permet d'avoir des mesures très concrètes de l'adhésion des gens, de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils aiment moins. Ça permet de se remettre en cause et de participer à une bonne information. Merci beaucoup Enzo d'avoir dressé le portrait de cet homme si grand pour le football français. Autour de la table, comment on voit Jean-Michel Aulas un petit peu médiatiquement ou tout ce qu'il fait dans le football? En tant que supporter parisien, forcément un peu de difficulté avec cet homme. Et après, il faut le reconnaître, c'est quand même quelqu'un qui a œuvré beaucoup pour le football français, qui a beaucoup Football aidé. féminin. Football aussi. féminin aussi. Pour moi, français c'est le en plus général. grand. C'est le plus grand. On a Bernard Tapie. Mais alors, avant, il y a Vincent Labrune. Non, je rigole. Non, c'est le plus grand. Elle était dure celle-là. Jean-Michel Aulas, il a son propre stade. Il a vraiment construit un empire depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais. Pour moi, c'est vraiment son bébé. Il l'a toujours prouvé. Un empire avec un stade, l'OL Valley, que certains peuvent critiquer, mais il a construit vraiment toute une vallée autour de ça. Le club a pris beaucoup de valeur depuis qu'il est là. On peut critiquer ses choix sportifs ces dernières saisons, mais il ne faut pas oublier, sans Aulas, on n'a pas d'Olympique Lyonnais. Donc c'est le plus grand. C'est le plus grand. À voir à l'avenir si quelqu'un d'autre viendra prendre le relais pour aussi bien gérer l'Olympique Lyonnais. Et à l'heure où on voit le Barça qui est complètement endetté avec son président Juan Laporta, quand on voit tout ce qu'a fait économiquement parlant Jean-Michel Aulas pour l'Olympique Lyonnais, c'est complètement pharaonique. C'est énorme. C'est fou. C'est un truc de fou ce qu'il a fait de reprendre le club, de le sortir de la Ligue 2 et de le monter à ce niveau-là dans les années 2000. Là, ça va un petit peu moins quand même, mais il l'a fait monter à un niveau incroyable ce club. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a appuyé beaucoup sur la formation lyonnaise. Oui. On l'a vu lundi Exact. dernier avec la remise du Ballon d'Or. Forcément, Karim il était Benzema. avec son poulain Karim Benzema. Donc ça a été vraiment une grosse force de pouvoir s'appuyer là-dessus. Il faut que les bad boys quand même le comprennent. Quand on voit qu'il y a des banderoles pour qu'ils partent, je peux comprendre vu les résultats. Mais c'est comme je redis, c'est lui qui a fondé ce club, quoi. C'est lui qui l'a porté. C'est lui qui l'a fait monter à ce niveau-là. Voilà, et donc je suis pas sûr que s'il était pas là, peut-être l'Olympique Lyonnais serait encore en Ligue 2. Serait à un niveau d'un Sochaux. Comme peut-être, Saint-Etienne. Je ne sais pas. Ou comme Saint-Etienne aussi. Voilà, donc à voir. Exactement, merci beaucoup mes chers chroniqueurs. On va passer maintenant à la dernière partie de cette émission et c'est le quiz.
quiz, c'est bien ça, vous connaissez le principe d'un quiz. Je vais vous poser 5 questions sur l'actualité sportive. Vous allez devoir me répondre le plus vite possible. À la fin de l'émission, il y aura un petit classement pour savoir qui suit le mieux le sport. On va commencer tout de suite en football. Qui est le meilleur buteur de l'Europa League? Oui, Benjamin Vitinha, le buteur Non. de Braga, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Presque. Ça Braga. C'est toujours Braga. Ricardo Horta. Et non. C'est pas Ricardo Horta. Horta. Ah, Je suis en train de- Ouais, J'allais dire Horta. mais- Non. je suis en train de refaire tous les Oui, effectifs. oui. Moi, par Vitinha, Il a claqué il trois est- buts, quand même. il a mis. Non, Il a 4 peut-être trouvé. 4 buts, il a mis un triplé contre l'Union Saint-Gilloise et là il a mis un but dernièrement. Non, je ne l'ai pas. Là, attends, Portugais. vous Ouais, l'avez j'adore pas le football portugais. Ah, on peut. Au Portugal, mais en Europa, je suis en train de faire. Simon Bonza. Non. Alors là, Écoutez, je ne sais pas donner. Yann Braga, il a marqué 4 buts en 5 matchs. comme Vitinha. Ben oui, il y a Alors c'est Vitinha. peut-être son deuxième nom, auquel cas je Vic- vous accorderai le point. Victor Oliveira, c'est C'est peut-être son Victor deuxième. Oliveira. Oui, C'est oui, Victor mais Oliveira. Vitinha, Alors, excusez-moi, Vitinha, oui, c'est Vitinha, Vitinha. j'ai mal noté. C'est J'ai Vitinha. excusez-moi. que je voyais pas d'autres. Excusez-moi, je me suis dit Oui, aussi. Oui, comme vous l'avez dit, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est oui, complètement oui, lui. parce que. Ma feuille n'est pas bonne, excusez-moi. Pas de ça, donc, souci. le point vous est Et bien moins sûr un pour accordé. On vous pardonne. Et moins 2 points pour moi parce que ce n'est Oui. pas acceptable. On va passer maintenant en basket. Dans le championnat français, qui est leader de Betclic Elite? Allez, je vais le tenter. Allez, Pau. Non, Ah, on en est assez loin d'ailleurs. Ouais. J'aurais dit Monaco. Exactement, Enzo, vous êtes très en forme aujourd'hui. Oui, oui. C'est Monaco, 6 victoires en 6 matchs, 3 à l'extérieur, 3 à domicile, qui sont archi favoris pour s'imposer, en tout cas en saison régulière, parce qu'on sait que ça s'écroule souvent en finale face à Lasvel notamment. Mm. On va passer maintenant au tennis. Peut-être, je vous attends sur cette question un petit Ah peu bah, plus peut-être que les autres. Qui est le 5e mondial au classement ATP? Stefano Tsitsipas. Exactement, Enzo. Qui s'est d'ailleurs fait éliminer contre Kuric dernièrement. Enzo, vous de êtes 7-1. très très à l'affût aujourd'hui. Voilà. Ah, ça Je fait suis- plaisir, ça fait plaisir. je suis sûr. Pour le coup, je suis un peu déçu des 3 autres. Oui, c'est vrai. Non, Ouais. Enzo ne partage pas son gâteau aujourd'hui. Pas du tout. Enfin non, il en reste 2 questions. On va passer au sport automobile, la MotoGP. Qui va se disputer le titre Moi, je le l'ai week-end dit. prochain? Ah, Enzo, il me le laisse. Je vous le Enzo laisse, Albin. Ah Je bah, dis alors. je dis un nom. vous- Allez. Allez. Allez, 1-1. Quartararo et. Bagnaia. Bien sûr. Exactement, ils sont premier et deuxième. L'Italien en tête, 23 points devant le Français. On fait un demi-point chacun. Allez, 0,5, c'est fair play. Merci. La dernière question de ce quiz. On part dans les sports d'hiver. En ski, à Zolden, qui a remporté le premier géant de la saison? Albin, Odermatt. son prénom? Marco. Exactement, Marco Odermatt, le Le Suisse. petit doute. avec Marcus. Vainqueur. Le petit doute quand même. Alors, Marco Odermatt, vainqueur la saison dernière du Globe de la spécialité et du Gros Globe, qui s'est imposé devant Zan Kraniec et Henrik Christophersen. A noter les déceptions côté français avec Pinturo et Fèvre 20e et 24e, mais le bon retour de blessure après ses ligaments croisés de Victor Mufajandé, excusez-moi, qui s'arrête au 11e rang. C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, mes chers chroniqueurs, d'avoir participé à cette émission. Enzo, vous nous avez montré qu'aujourd'hui vous étiez à l'affût et donc vous êtes élu meilleur chroniqueur de la journée. Merci beaucoup. Bravo Benjamin. à vous. Bravo. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission de Club EDJ.